mes amis. Bonjour Dominique Vénère et merci de nous accueillir chez vous en Normandie. C'est un peu une première fois que vous recevez des caméras. C'est vraiment la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Mes amis sont toujours bien accueillis chez moi, mais je n'ouvre pas habituellement ma maison aux journalistes, mais je crois que cette chaîne de télévision nouvelle, notre antenne, qui se crée en ce moment, va réaliser à l'avenir un travail nouveau, véritablement fondateur, et c'était un plaisir pour moi que de participer aux premières réalisations. Alors c'est une réelle complicité qui unit l'entretien que nous avons aujourd'hui dans votre très ancienne bâtisse normande, qui date, je crois, du XVIIe siècle ou quelque chose. Elle est du XVIIe siècle. Cette bâtisse qui a... Allez, utilisons le terme de demeure. Cette demeure, cette superbe demeure, cette ancienne demeure, qui à la fois a vu le développement de vos activités familiales, de vos activités à caractère plus historique, et qui également accueille vos méditations. Parfaitement, c'est un beau lieu de méditation. Cela dit, j'avais médité à la Santé, en son temps, la prison de la Santé, qui était un lieu beaucoup moins accueillant. Mais les murs ici sont peut-être moins épais et moins hauts. Ils sont plus chaleureux. Ils sont plus chaleureux et autour de cette maison, il y a la présence de la nature qui est toute proche, il y a la présence des arbres, et pas très loin d'ici, il y a la présence de la forêt qui, pour moi, est un univers spirituel tout à fait indispensable. Et cet univers de la forêt, vous allez le retrouver dans cette maison. Si vous regardez, vous allez commencer à regarder. Si on parcourt dès l'entrée dans cette demeure, si l'on parcourt des trophées, alors ce sont des trophées personnels. Oui, ce sont des trophées de chasse personnels, pour la plupart. Vous avez là, au-dessus de cette porte, il y a 2 trophées de chevreuil qui ont été tirés, chassés en Écosse, que j'ai chassé en Écosse. Il y a un trophée de cerf, jeune cerf, que j'ai également chassé en Écosse. Il y a à côté de cela des fouets ou des cravaches de vénerie. J'ai chassé à court pendant de nombreuses années dans les forêts normandes, et ce sont soit des souvenirs personnels, mon propre fouet de vénerie, soit des souvenirs plus anciens mais qui sont bons. Par exemple, ce fouet de chasse avec la tête d'un chien courant sculpté dans l'ivoire, qui est assez belle. Et puis tout autour, il y a des gravures qui se rapportent à la chasse, qui se rapportent à la forêt, qui se rapportent à la vénerie. Et un petit peu partout dans la maison, on peut les retrouver. Donc, ici, c'est un refuge. Donc nous allons faire le parcours de la maison qui est en quelque sorte aussi votre propre parcours, avec ces lieux de recueillement ou de méditation, ces lieux de travail, ces lieux de repos, et dans une atmosphère assez commune de pièce en pièce. Est-ce que vous pouvez la définir? Comment vous ressentez-vous cette atmosphère? Quelle est la communion que vous avez avec votre propre demeure et sa décoration? Elle a été... Toute la décoration est évidemment créée par moi, mais dans une maison qui existait et pour laquelle immédiatement je me suis senti de grandes affinités. Quelle époque? C'est une maison normande. Alors, c'est une maison du XVIIe siècle, c'est une maison normande qui a vécu avant moi. Oh, je vis dans cette maison depuis une trentaine d'années. Mes enfants y sont nés parfois, se sont développés, ont joué, travaillé,
fait beaucoup de bêtises et de choses magnifiques. Voilà, c'est une maison qui a beaucoup vécu, où je vis maintenant avec mon épouse, qui est journaliste, Pauline Lecomte, qui est une collaboratrice très étroite et avec qui j'ai une intimité intellectuelle complète, ce qui est un grand bonheur, ce qui n'est pas donné à tous. Cette maison, elle est très marquée, vous l'avez dit, vous l'avez noté, elle est très marquée par l'atmosphère de la chasse et de la forêt, par la force des choses. Cela s'est fait naturellement parce que j'aime cette atmosphère et j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je suis un homme, j'ai été un homme de l'action, je suis un homme de la pensée, je suis un homme de la méditation. Ma méditation porte sur l'histoire. Mais je m'appuie sur l'histoire pour créer l'avenir. L'histoire, pour moi, n'est pas seulement la connaissance du passé. C'est une leçon permanente. Magister vitae, comme disait Cicéron, à juste titre. C'est le maître, l'histoire est maître de la vie. Mais maître de la vie pour vivre et pour transmettre. Et mon souhait, ma vocation est de transmettre. Pour que, à l'avenir, tout ce que nous a apporté l'histoire et tout ce que nous a apporté notre mémoire européenne, si mal connue, si fracassée par le temps, cette histoire, nous puissions la reconstituer, nous puissions la recréer et nous puissions la transmettre. Telle est notre vocation. Mais pour le faire, il faut bénéficier, pour moi en tout cas, il faut bénéficier d'une atmosphère de complicité profonde. Et cette complicité m'est apportée par l'environnement de la nature qui se retrouve dans cette maison. La chasse, la présence de la forêt, c'est la présence de la nature, c'est sa poésie, c'est sa beauté, et c'est peut-être notre matrice originelle, et peu à peu, elle s'est retrouvée dans cette maison à travers ces innombrables souvenirs très personnels qui sont ceux de la chasse, qui sont des gravures qui chacune ont une histoire, parfois réalisées par des amis qui étaient ou qui sont de grands peintres, de grands artistes animaliers. Quelques rares souvenirs familiaux qui ont été sauvés de différentes aventures, destructions, pertes, etc. Je retrouve là une photo de mon grand-père maternel, Édouard Manson, qui était officier de carrière, commandant d'infanterie. Et cette photo a dû être prise peu de temps avant 1914. Il commandait en 1914, lors de la mobilisation et du début de la guerre, il commandait un régiment d'infanterie et il a été grièvement blessé dans les tout premiers combats au point de ne plus pouvoir combattre par la suite. Photo de mon père, qui lui a fait, qui était plus jeune bien sûr, qui a fait toute la guerre de 14-18 comme combattant, et cette photo le montre à la fin de son service militaire. Également une photo sauvée des eaux. Ça, c'est une photo qui me concerne. Je devais avoir à peu près 12 ans. J'étais jeune scout. Je porte de façon très évidente un couteau à mon ceinturon et je n'ai pas cessé d'avoir la passion des couteaux. C'est intéressant de retrouver cette photo d'un gamin tout jeune qui porte déjà un couteau qui n'a pas l'air mal d'ailleurs, qui a disparu ensuite, mais j'en ai eu d'autres.
Là, c'est une photo qui est un peu plus tardive, je devais avoir, je ne sais pas, 13 ans, 14 ans peut-être, et en montagne. Ça faisait partie de mes activités d'été ou d'hiver, mais c'est bien secondaire. Puis ensuite, il y a des trous vastes, immenses dans ma documentation, parce que bien des choses ont disparu, ont été perdues. Mais j'ai retrouvé cette photo qui date, je m'étais engagé dès mes 17 ans révolus, je m'étais engagé pour une école militaire qui a disparu, qui était l'école de Rouffach, Strasbourg-Rouffach, qui avait été créée par le maréchal Delatte de Tassigny, Strasbourg-Rouffach. Et c'était une sorte de survivance de Sparte dans la France, un peu relâchée de cette époque-là. Et en voyant cette photo, je me souviens de l'entraînement rigoureux qui était le nôtre, des nourritures un peu légères par rapport à notre appétit, et la bobine du jeune homme que j'étais montre que nous étions peu nourris, ou en tout cas que nous faisions de grands efforts. C'est intéressant pour cette raison-là. Et puis il y a des grands trous avant que l'on passe à l'Algérie. Pour les mêmes raisons, j'ai conservé très peu de documents de cette époque-là, parce que énormément de documents et de souvenirs ont disparu dans mes aventures ultérieures. Alors, une ou deux photos que j'ai conservées, celle-ci, une autre qui est sous cadre, c'était, je me souviens très bien des circonstances, c'était un matin de 1955, c'est-à-dire dans les tout débuts de la guerre d'Algérie. J'étais dans la région de Soukaras, et nous avions organisé une embuscade de nuit. Celle-là n'a pas eu de résultat. Il y en a eu une par la suite qui a eu des résultats, je l'ai raconté dans Le Cœur rebelle. Mais celle-ci n'a pas eu de résultat. En revanche, il y a une photo qui est très mauvaise, mais on me voit avec ma tenue camouflée, mon PM, notre petite copine, comme nous disions, la MAT 49 sur l'estomac, petite copine qui nous a accompagnés pendant toutes ces aventures. Après, je suis revenu à la vie civile intentionnellement, autour de moi, où j'avais pensé, dans un passé plus ancien, j'avais pensé à faire une carrière militaire éventuellement. Mais ce que j'ai vu de l'armée, immédiatement avant, et ensuite pendant la guerre d'Algérie, m'a donné le sentiment que je ne trouverais pas le cadre qui me convenait. Je ne trouvais ni des hommes de la qualité que j'attendais, ni l'atmosphère que j'attendais. Et c'était un cadre qui était trop étroit, certainement pour nous, ce qui fait que malgré les demandes qui étaient dirigées vers moi, notamment, il y a eu un jour quelque chose d'un peu émouvant. Le rôle des vieux sous-officiers dans l'armée française est important. Et j'ai souvent vu de vieux officiers qui avaient une qualité humaine et militaire supérieure à celle d'officiers qui les commandaient. Bref, c'est l'association, le cercle informel des sous-officiers de mon bataillon, c'est un bataillon de chasseurs à pied,
les sous-officiers sont venus me voir en me disant « Dominique, il faut rester dans l'armée, c'est avec des hommes comme vous que l'on refera une nouvelle armée. » Alors j'ai été très ému par cette demande de leur part. C'était une manifestation de confiance superbe. Mais je leur ai dit, l'expérience que j'ai eue de cette armée-là me fait penser que ce n'est pas ma place d'y être. Mais si, il faut rester. Et il y a eu une phrase magnifique de l'un des sous-officiers qui était un véritable combattant, qui avait combattu en Indochine, etc., l'adjudant-chef Sesnek, qui me dit « Dominique, ce que je voudrais, c'est un jour pouvoir te saluer en toi un général. » J'ai dit « C'est trop beau pour moi, mais je me dirigerai dans une autre direction. » Bon, guerre d'Algérie, je n'ai malheureusement sauvé que très peu de documents. J'ai beaucoup de choses en tête, évidemment, mais là, je retrouve la photo d'une opération dans la région de Tébessa. Opération, nous en avons pavé bien, comme d'habitude d'ailleurs. Nous utilisions comme moyen de locomotion principal nos jambes. Et nous transportions dans nos sacs à dos tout ce qu'il fallait pour subsister pendant quelques jours. Donc nous étions nomades, armés, et à la recherche d'un gibier qui, lui, était également nomade et était armé. Parfois, il y avait des rencontres, pas très souvent, pas assez souvent, mais de temps en temps, il y avait des rencontres. Mais j'ai évoqué ça dans Le Cœur rebelle. Et cette période a eu beaucoup d'importance pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord, je participais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années, je participais à une aventure armée, avec une part de risque, évidemment, qui est l'un des alcools les plus excitants pour un homme. J'avais le sentiment, ça c'était personnel, de défendre, très tôt j'ai eu ce sentiment, de défendre en Algérie, non pas un empire, non pas une entité, etc., mais j'avais le sentiment de défendre mes compatriotes. Car j'étais au contact, très très vite, avec des Français d'Algérie, ce que l'on appelait à l'époque les Européens d'Algérie. C'était un très beau terme qui a compté certainement dans ma conscience européenne. Les Européens d'Algérie que j'ai vus dans l'Est constantinois, où je n'ai pas cessé de servir et de crapahuter pendant 1 an et demi à peu près, ces gens-là vivaient dans la peur. Ils sentaient que c'en était fini pour eux, mais que c'en était peut-être fini pour leur vie, pour leur vie elle-même. Et devant eux, moi qui avais une arme, et qui était environné, accompagné d'autres jeunes hommes en armes, je me sentais une responsabilité formidable par rapport à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants européens d'Algérie que je sentais menacés. Et ils étaient menacés. Et je crois que j'étais à part. Les autres, mes camarades, officiers, militaires, etc., n'avaient pas cette perception-là. Mais cette perception, elle était chez moi très forte. C'est ainsi, il y a des êtres qui ont des perceptions fortes. Pourquoi ? C'est un mystère de nos personnalités, c'est peut-être cela, sont peut-être ces particularités très fortes qui font que certains êtres font avancer les choses, font avancer l'histoire, les idées, le mouvement des choses. Bref, en Algérie,
j'ai eu cette perception forte, c'est ce qui a compté, au-delà des plaisirs de se sentir en forme, crevé, épuisé, mais en même temps en forme, de se sentir bien parce qu'on a une arme avec soi, parce qu'on est entouré de compagnons qui sont également armés, qui sont de bons compagnons. Au-delà de ce plaisir animal, je dirais, il y avait cette perception secrète chez moi de l'Europe et des Européens menacés. Et cette perception, elle n'a plus cessé et elle s'est développée ultérieurement. Elle explique très largement mon itinéraire et tout ce que j'ai été amené à faire ensuite. Je suis redevenu civil à la fin de 1956, alors que beaucoup autour de moi voulaient que je reste dans l'armée, j'ai raconté ça. Mais je croyais, à travers ce que j'avais vu en Algérie, je n'avais pas... Mes connaissances politiques étaient inexistantes, je ne savais rien, mais je savais une chose. Je percevais une chose très fortement. Je percevais que le sort de l'Algérie ne se jouerait pas sur le terrain dans les djebels avec une Mat 49 ou une mitrailleuse à la main, mais j'étais convaincu que le sort de l'Algérie se jouerait à Paris. Et moi qui ne connaissais rien à la politique, je me suis dit, mon bonhomme, tu dois agir, tu dois t'engager sur le terrain où les choses vont se juger, vont se décider, le terrain politique. Et j'ai appris progressivement, sur ce terrain que je ne connaissais pas, j'ai appris en regardant les adversaires. En regardant nos adversaires, les adversaires, c'était qui? C'était notamment le Parti communiste qui était si puissant à l'époque, qui lui avait une tradition, qui lui avait des méthodes, qui lui avait une praxis, une façon de faire. Et j'ai beaucoup appris en regardant cet adversaire-là. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai été un lecteur très attentif et très précoce de Lénine, qui m'a énormément appris. J'ai appris chez l'adversaire et j'ai appris dans l'histoire toutes les leçons de l'histoire. Je m'imbibais dans cette période-là où je découvrais cet univers politique que je ne connaissais pas. Je me suis imprégné de tout ce qui pouvait venir à moi et je me suis évidemment imprégné dans l'action, c'est-à-dire que je me suis lancé dans l'action, je me suis lancé dans l'agitation, je voulais être dans la rue, je voulais mettre en pratique la maxime. La rue appartient à celui qui y descend. La rue appartient au drapeau de nos corps francs. Et nous avons constitué des petits corps francs qui portaient différents noms. Et nous avons, alors que nous étions si faibles au début, nous avons fini par tenir la rue et nous avons fini par jouer un rôle dans la rue. Peu de temps après mon retour dans la vie civile, j'ai été démobilisé en octobre 1956 et à la fin du mois d'octobre se produisait en Europe un événement gigantesque qui était l'insurrection nationale hongroise, l'insurrection de Budapest. Et immédiatement, avec quelques amis avec qui je m'étais lié dès ce moment-là, nous avons décidé de faire quelque chose. Il y a eu un grand rassemblement de protestation qui avait été organisé, place de l'Étoile, qui avait été organisé par des hommes politiques modérés, des anciens combattants, etc., dans le calme et la dignité. Et nous sommes intervenus, nous, dans cet immense rassemblement où il y avait certainement 200 000 personnes, peut-être, mais qui ne savaient que faire. Nous sommes entrés dans cette masse et nous avons lancé des slogans. Nous avons dit « Nous marchons sur le Parti communiste ». Et nous avons entraîné cette masse à l'assaut du siège du Parti communiste, qui à l'époque était une puissance. Le Parti communiste aujourd'hui est une rigolade, même s'il continue à être nuisible, mais à l'époque c'était une vraie puissance. Et nous nous sommes retrouvés
devant le symbole de cette puissance qui était le quartier général du Parti communiste français, avec une masse de gens derrière nous qui étaient pris par la solidarité avec les insurgés hongrois et qui étaient en colère contre le Parti communiste qui, lui, dénonçait les insurgés hongrois, qui prenaient parti évidemment pour l'armée rouge qui allait les écraser. Et nous avons attaqué le siège du Parti communiste. Nous sommes rentrés dans le siège du Parti communiste. Nous aurions été jusqu'au bout si, par malheur, un imbécile n'avait pas, alors que nous étions déjà parvenus au deuxième étage, il y a une photo, on nous voit au premier étage, à l'intérieur du Parti communiste, face aux gens du parti qui se battaient, qui étaient très équipés, etc. J'ai été blessé 2 fois dans cette soirée-là. Oui, un imbécile a mis le feu, ou peut-être un futé, a mis le feu à des masses de documents qui se trouvaient au rez-de-chaussée, ce qui fait que tout à coup, nous avons été pris entre les gros bras du parti qui nous faisaient face avec leurs instruments, et puis le feu que nous avions aux fesses, et qui risquait de nous transformer en renards pris au terrier. Donc il a fallu redescendre, disparaître, etc. Et tout cela a continué pendant toute la nuit. C'était un souvenir grisant de ces années 56, 57, 58, et l'on arrive à 1958 avec les événements d'Algérie qui vont provoquer le 13 mai 58, le retour au pouvoir du général de Gaulle, ce que personne ne prévoyait avant, avec toutes sortes de conséquences. Et là, je retrouve mon premier mandat de dépôt. C'est-à-dire, mandat de dépôt, c'est ce qui vous contraint à la demande d'un juge d'instruction, dont le nom figure, qui prie le directeur de la maison d'arrêt de la santé de m'accueillir. Wenner Dominique, 23 ans, inculpé d'offense publique au président de la République. Le président de la République était le malheureux président Coty que nous avions un petit peu asticoté. C'est intéressant, c'est la date du 12 mai 1958. C'est intéressant à double titre, parce que nous étions dans l'action qui allait se produire, mais à cette époque-là, je ne connaissais pas les secrets de l'action, c'est-à-dire que j'ignorais que l'agitation intense que nous avions menée pendant des mois allait servir à un personnage qui, lui, était un grand praticien de la politique et qui reviendra au pouvoir quelques jours après. 12 mai 1958, voilà, la date est cocasse. Je ne suis pas resté en prison longtemps. C'était la première fois. J'ai été réemprisonné 2 fois par la suite, beaucoup plus longtemps, et c'est une autre histoire que j'ai peut-être déjà évoquée ou que nous évoquerons. Mais les mois du printemps ou du début de l'été 58 vont être extrêmement agités. Et toujours porté par le désir d'action qui était le mien, un beau jour, je me suis retrouvé en première page de l'Humanité, ce qui était sympathique, à la date du 13 juin 1958. On voit une photo où je suis en train d'appliquer mon poing ou je ne sais quoi à la face de quelqu'un qui ne me voulait pas du bien, selon toute vraisemblance. Bon, ce qui était amusant, c'était de se retrouver de façon fortuite, de cette façon-là, en première page de l'Humanité. L'action continue, et l'action prend un tour plus dur dans la mesure où nous nous écartons très vite, nous qui avions participé à ce qui va permettre au général de Gaulle de revenir au pouvoir, très vite. Nous percevons que loin d'appuyer
la révolution nationale, en quelque sorte, que nous souhaitions, il était en train de mettre au point, avec beaucoup de talent, un système qui ne correspondait pas du tout à nos intentions, et à l'égard de l'Algérie, il allait s'orienter progressivement vers l'abandon de nos compatriotes d'Algérie. Moi, c'est ce qui m'importait prioritairement. Je pensais avant tout au sort des Européens d'Algérie. C'était ça la priorité. Ce n'était pas forcément la priorité pour d'autres, c'était ma priorité pour moi. Bref, à la suite de différentes actions, j'ai été emprisonné une deuxième fois, c'était en 1959, au printemps 1959, et il y a eu à ce moment-là une petite campagne qui a été orchestrée un petit peu partout en Europe. Il y avait un sentiment européen à ce moment-là, et j'ai conservé quelques-unes des correspondances ou des cartes postales qui m'étaient adressées en prison. Il y a partout Dominique Venner, Maison de l'arrêt de la santé, mais ce qui est intéressant, c'est que ces cartes postales ou ces lettres venaient d'un peu partout en Europe. Il y en a qui viennent d'Espagne, il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent d'Algérie, et il y a, pour la première fois peut-être, clin d'œil, un timbre à l'effigie de l'Europe, Europa, qui venait de Bretagne, lui, si j'en juge par les tampons, voilà, toujours maison de la santé, maison d'arrêt de la santé.